Donc, j'ai un peu modifié mon intitulé. En fait, je l'ai appelé Enjeux autour de l'accès et la conservation du matériel biologique reproductif. Alors, le matériel reproductif fait l'objet de nombreuses convoitises, comme l'illustre la volonté de certains de multiplier les cas légaux de conservation dans le cadre de la réflexion autour de la troisième réforme programmée du droit de la bioéthique. De nouvelles revendications de type sociétal ont donné lieu à une réflexion et à un positionnement par certaines instances en 2017, en l'occurrence, comme l'a rappelé Madame de Canter, l'Académie nationale de médecine et le Comité consultatif national d'éthique. Plus particulièrement, les deux hautes instances morales se sont prononcées sur la possibilité ou non de permettre la conservation ovocytaire à des fins autologues, indépendamment de tout projet parental. L'Académie nationale de médecine, comme on vient de le voir, se révèle favorable à cette conservation autologue de précaution. À l'inverse, le CCNE, de manière majoritaire, considère qu'une telle demande est difficile à défendre. Alors, cette revendication s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large, tendant à l'élargissement de l'accès à l'AMP, qui va interroger le législateur lors des débats préparatoires sur sa politique nataliste et va peut-être le conduire à réviser les règles juridiques, induisant un redéploiement des moyens actuels. Selon les derniers chiffres produits par l'Agence de la biomédecine, sur l'année 2015, les enfants nés de l'AMP représentent 3,1% des naissances en France. Le matériel biologique reproductif est également recherché par les chercheurs, mais pas nécessairement pour le moment aux fins de reproduction. Ces derniers ne peuvent en effet créer des embryons pour leur activité en vertu de l'article L2141-3 du Code de la santé publique. Ils sont tributaires des embryons pour lesquels un couple n'a plus de projet parental et choisit de les donner à la recherche. Par ailleurs, ils n'ont pas accès pour le moment non plus à des gamètes seuls. Alors, les enjeux autour de l'accès et la conservation du matériel biologique reproductif sont d'une part différents selon les acteurs de la société qui les revendiquent et d'autre part de différentes natures, humaines, médicales, juridiques, voire financières. Pour les appréhender sans pour autant prétendre à une exhaustivité, nous concentrerons notre réflexion tout d'abord sur les revendications des personnes ayant des fins procréatives, pour ensuite nous interroger sur les réformes envisageables pour la couverture effective des besoins actuels liés à la conservation, à l'accès et à la conservation du matériel biologique reproductif, mais aussi à ceux qui seraient sécrétés si tout ou partie des revendications sociétales étaient entérinées par le législateur. Enfin, nous nous intéresserons aux volontés exprimées, notamment au niveau national, de revisiter la loi pour permettre la création d'embryons aux fins de recherche avec des finalités très différentes, de la finalité procréative à la finalité thérapeutique. Alors, intéressons-nous dans un premier temps à l'élargissement de la conservation légale du matériel reproductif. Alors, il faut préciser au préalable que dès lors que l'on bénéficie d'une AMP, la congélation des gamètes n'est pas obligatoire s'il y a une insémination intraconjugale. Les gamètes provenant d'un don, à l'inverse, sont quant à eux nécessairement congelés. Il y a un texte législatif qui prévoit expressément cette congélation pour les gamètes mâles, mais à ma connaissance, il n'y a pas de disposition légale similaire, similaire pour les ovocytes. Les revendications sociétales actuelles vont de pair avec les évolutions médicales. À ce titre, la vitrification ovocytaire, inscrite dans les procédés d'AMP autorisés depuis la loi du 7 juillet 2011, a été une révolution. En effet, jusqu'alors, la méthode de congélation dite lente des ovocytes les altérait, et les praticiens étaient contraints, à défaut, de congeler des embryons qui, eux, n'étaient pas altérés. Cette pratique donnait lieu à une conservation importante d'embryons aux fins originelles de procréation. Par ailleurs, dès lors qu'il n'y a plus de projet parental, ces embryons sont qualifiés d'embryons surnuméraires, alors qu'il n'y a aucun texte dans le Code de la santé publique qui utilise cette terminologie. La revendication sociétale actuelle de conservation ovocytaire de précaution à des fins autologues est donc rendue possible grâce aux évolutions des techniques médicales. La conservation autologue des gamètes hors projet parental a déjà été légalisée, mais à des fins particulières. Nous ne reviendrons pas sur les modalités, puisque Madame de Canter les a déjà développées. Je ferai néanmoins une petite précision par rapport aux dons avec réserve germinale, c'est-à-dire depuis 2011, dès lors qu'on donne à la société
des gamètes, on nous propose, et qu'on n'a pas procréé, il faut ne pas avoir procréé, la société, en contrepartie, nous propose de constituer une réserve des tissus germinaux. On n'est pas obligé, mais on peut le faire. Alors, analyse de ce système, c'est la dernière forme de conservation autologue légalisée. C'est un troc, c'est-à-dire un échange. C'est la pénurie d'ovocytes qui a donné lieu à la création de ce texte, mais le législateur s'est voulu général, d'ailleurs, sans distinction selon la nature des gamètes mâles ou femelles. Néanmoins, l'intention originelle du législateur va peut-être se modifier. En effet, l'Agence de la biomédecine a mis en lumière, notamment dans son rapport de janvier 2018 sur l'application de la loi de bioéthique, qu'il y a concomitamment à la pénurie d'ovocytes, même si le nombre des donneuses augmente chaque année, une baisse du don de spermatozoïdes. Plus précisément, elle évoque pour les gamètes mâles une situation tendue. On peut d'ailleurs se demander si la baisse ne pourrait pas être accentuée par l'élargissement de l'AMP à l'infertilité sociale. Il faudrait que l'ABM anticipe peut-être, par précaution, cette baisse. Une même interrogation pourrait se poser face à un tel élargissement, s'agissant de la volonté des couples de choisir l'accueil pour leur embryon surnuméraire. Un déclin du don pourrait être constaté également suite à la conséquence de l'introduction dans notre droit du transfert mitochondrial, dit FIV à 3 par an, technique qui pourrait dérouter des donneurs potentiels. Alors, on ne reviendra pas sur les différentes motivations des femmes de faire cette conservation autologue de précaution, les enjeux médicaux, les enjeux que le CCNE, dans son avis majoritaire, a dit qu'ils sont trompeurs, puisque ce n'est pas une solution magique. On n'aura pas forcément un enfant. Si la société légalise cette pratique, cela va peut-être induire, d'ailleurs, comme l'a dit Madame de Canter, une norme sociale d'une grossesse tardive, et ce report de la procréation pourrait n'être au final que des illusions et souffrances. En outre, si on autorise la conservation ovocytaire, on ne pourra que logiquement autoriser la conservation des gamètes mâles. En effet, aucun des textes actuels de congélation ne fait de distinction. Cela pourrait peut-être alors entraîner des coûts sociaux pour des demandes fantaisistes de principe. Quid des enjeux sociétaux ? Pour certains, la question serait alors de savoir comment l'autoriser sans l'encourager. Par ailleurs, qui en seraient les réels bénéficiaires ? Les employeurs ou les professionnels médicaux qui ont un outil et veulent l'utiliser car il aurait pour eux un impact financier s'il y a paiement à l'acte dans le privé. Par ailleurs, les femmes pourraient-elles être stigmatisées si elles ne le faisaient pas, alors que le dépistage génétique généralisé aux fins de procréation est à nos portes, comme nous le verrons dans la seconde journée du colloque demain. Alors, serons-nous en présence d'un droit A, d'un droit créance ou d'une liberté 2 ? Alors, pour l'Académie nationale de médecine, la conservation des ovocytes en prévention de l'infertilité liée à l'âge est déjà légale. C'est un droit acquis, mais elle est médicalement et éthiquement inacceptable, comme l'a expliqué Madame de Canter par rapport à la répartition. Il faut donc, pour l'Académie nationale de médecine, la revoir pour qu'elle ne soit plus dépendante d'un don préalable à la société. On ajoutera que son financement actuel n'a pas été prévu par la loi. Si le législateur étendait cette conservation autologue, elle se heurterait aux impératifs de financement par la sécurité sociale. Il faudrait alors préciser le payeur, la personne qui n'est pas une patiente, pour le moment, n'ayant pas de projet parental, ou la société. Par ailleurs, il n'est pas certain qu'un élargissement de la conservation ovocytaire s'analyserait en un droit. En effet, ce serait une démarche individuelle, alors que, dans le cas introduit en 2011, l'intérêt général est en jeu. D'où l'introduction de l'échange dans le droit de la bioéthique, écornant le principe matriciel de gratuité. Un droit implique corrélativement le devoir d'un débiteur, qui en l'espèce serait l'État. Pour qu'un droit puisse s'exercer, ouvert tant aux hommes qu'aux femmes d'ailleurs, il faudrait alors une prise en charge financière. En définitive, le choix politique et donc juridique dépendra de l'arbitrage sur la prise en charge financière décidée par la société. Plus de moyens, à moyens constants avec une redistribution ou sans moyens affectés. Si l'État ne veut pas assurer cette prise en charge financière, on sera alors en présence d'une liberté. Quid d'ailleurs de l'utilisation du principe de non-discrimination pour aligner les prises en charge de l'infertilité médicale et sociale ? Il n'y aurait pas de discrimination dès lors qu'on limite la prise en charge de l'AMP à une infertilité médicale. En effet, c'est ce critère qui justifie, par exemple,
la prise en charge ou non par la sécurité sociale d'un acte de chirurgie esthétique. Se poserait la question des lieux où cette liberté pourrait s'exercer. Peut-être faudrait-il créer des banques privées. Rappelons néanmoins que la jurisprudence, en l'occurrence celle du Conseil d'État en 2011, a refusé la création de banques privées de sang de cordon autologues pour ne pas hypothéquer le don allogénique, par définition anonyme et gratuit. Ne risque-t-on pas alors d'avoir les mêmes enjeux, c'est-à-dire le risque de perdre les donneuses potentielles, dont l'objectif premier était tout simplement de constituer gratuitement leur réserve germinale autologue? Si leur conservation est prise en charge par la sécurité sociale, le don préalable à la société n'aura plus d'intérêt pour elle. Dans un second temps, interrogeons-nous sur les réformes pour la couverture des besoins actuels et peut-être futurs aux fins de procréation. Alors l'objectif des pouvoirs publics est clair, c'est l'autosuffisance. Dans 3,3% des cas, les tentatives d'AMP font appel aux gamètes issus d'un don. Bien que l'activité de don d'ovocytes augmente constamment, le don d'ovocytes en France reste encore insuffisamment développé, comme l'illustrent les derniers chiffres de 2015. En effet, en 2015, 540 prélèvements d'ovocytes ont été effectués en vue de don. Alors pour l'Agence de la biomédecine, avec 900 donneuses supplémentaires, il serait possible de répondre aux nouvelles demandes et satisfaire le besoin des couples inscrits en liste d'attente. Une réflexion devrait être menée en vue d'une évaluation plus précise des besoins. Donc là, je cite l'ABM. En outre, toujours pour l'ABM, l'ouverture du don de gamètes aux personnes n'ayant pas procréé depuis le début de l'année 2016, suite à un décret d'application qui a été pris tardivement, décret d'application de la loi de 2011, devrait également avoir une influence notable sur l'offre en matière de don de gamètes. Le plan 2017-2021 pour la procréation, l'embryologie et la génétique humaine, qui est la déclinaison du contrat d'objectifs et de performance, c'est-à-dire le COP 2017-2021, prévoit plusieurs enjeux stratégiques prioritaires dans le champ de l'AMP. Donc c'est le plan qui concerne l'ABM, notamment l'évaluation prospective des besoins, la priorisation du développement du don de gamètes, devant tendre à une autosuffisance nationale, l'évaluation de l'activité des centres, et enfin l'adaptation de l'activité de don de gamètes pour atteindre l'autosuffisance nationale, à l'échéance du COP, c'est-à-dire 2021. À cette fin, il préconise de poursuivre, de développer et d'évaluer l'information du public sur le don de gamètes, et notamment évaluer a posteriori les campagnes d'information. Alors, parallèlement, les objectifs de couverture des besoins sécrétés par la pénurie posent des problèmes éthiques en ébranlant les principes matriciels du don. La France, s'agissant de l'accès au matériel reproductif, est en effet tributaire du don. On peut donner certains éléments du corps à la société depuis les premières lois de bioéthique de 1994. Pour autant, l'homme n'est pas propriétaire de son corps. Si on donne, dispose-t-on d'un droit sur son corps ? Pour un auteur, le corps humain et ses éléments ne pouvant faire l'objet d'un droit patrimonial ne sont pas des biens faisant partie du patrimoine de la personne. Ils ne peuvent donc pas être cédés à titre onéreux, pas plus que donnés à titre gratuit. Car comment pourrait-on envisager qu'une personne donne ce qu'elle n'a pas ? Ce que la loi nomme don constitue en réalité la renonciation de la personne à son droit, au respect de son corps et à son inviolabilité. Pour autant, le législateur de 1994 a renoncé à consacrer le principe jurisprudentiel d'indisponibilité du corps. Seul le principe de non-patrimonialité du corps est inscrit dans la loi, et plus précisément dans le Code civil, à plusieurs reprises d'ailleurs. Il induit en erreur le non-juriste, et même parfois le juriste, qui, par une analyse hâtive, en déduit que la personne peut disposer, mais seulement à titre gratuit. L'analyse précitée de l'auteur a été ébranlée par la loi de 2011 qui a introduit l'échange en droit de la bioéthique, non seulement pour la conservation ovocytaire, mais aussi pour le don croisé d'organes. En pratique, on relèvera également que le don croisé d'ovocytes, qualifié de don relationnel, est toléré alors qu'il est contra legem. En effet, l'article L. 1244-7 du Code de la santé publique pose la règle selon laquelle le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne
ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme. Et le non-respect de ce texte est d'ailleurs est constitutif d'un délit, donc c'est du pénal, tribunal correctionnel, puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Or, en pratique, je vois qu'on rit, en pratique, l'IGAS a mis en lumière que les centres français ont souvent recours à la technique dite du don relationnel, qui implique les couples receveurs dans la recherche de donneuses en contrepartie de délais d'attente raccourcis. L'IGAS précise que ces pratiques ne sont en outre pas démunies de dérapage par pression sur la donneuse. Et concrètement, soyons clairs, ces textes sont totalement inappliqués, dans une indifférence générale, comme l'avait constaté également l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans un rapport de 2008. L'ABM évoque d'ailleurs ces pratiques constantes à demi-mot dans son rapport de janvier 2018. L'ABN relève l'incompréhension de ces donneuses relationnelles, faisant un don au profit de couples inconnus, mais dans le cadre d'un accompagnement de personnes qu'elles connaissent, incompréhension de ne pas pouvoir faire un don dirigé ou familial. Alors, quelles sont les pistes pour l'accès aux ressources ? Alors, une des pistes, c'est l'utilisation des gamètes non utilisés, s'il y avait conservation ovocytaire sans don à la société. Donc, la fameuse conservation sur laquelle on discute. Pour certains, ce serait une manne pour les dons d'ovocytes, mais il n'est pas sûr que ces femmes, privilégiant leur carrière professionnelle, aient la volonté que ces ovocytes servent à un don anonyme et gratuit. Ce n'est pas de la finalité originelle. Souhaiterait-elle un tel changement ? Alors, si on regarde le cadre actuel, le cadre de la loi de 2011, avec le fameux don avec réserve germinale. Donc, on a un article, c'est l'article R 1244-7 du Code de la santé publique, qui précise que les donneurs, dont une partie des gamètes ont été conservés, sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent cette modalité de conservation. Mais les conséquences juridiques ne sont pas les mêmes que celles de la conservation, d'une part, d'embryons aux fins originelles d'AMP, ou d'autre part, de gamètes aux fins de préservation de la fertilité, qui ont tous les deux pour régime commun qu'on donne une option à 3 branches à leur concepteur, c'est-à-dire, si je ne veux plus de ces gamètes, je peux soit les mettre à la poubelle, filière dasserie, soit les donner à la science, soit les donner à la recherche. Or, ce n'est pas du tout ce régime-là dans la loi de déclinaison de la fameuse don à la société contre réserve germinale. Ça veut dire que si les donneurs de gamètes qui ont donné à la société, qui ont fait leur petite réserve, ne souhaitent plus maintenir la conservation de leur réserve, ils doivent le confirmer par écrit après un délai de réflexion de 3 mois. Donc, par ailleurs, s'ils ne manifestent pas leur volonté, la conservation de ces gamètes va se poursuivre, donc leur réserve va se poursuivre en vue d'un don. Elle va se poursuivre en vue d'un don parce qu'elles ne les ont pas utilisées, elles ne peuvent plus les utiliser parce qu'elles ne sont plus en âge de procréer ou parce qu'elles sont mortes. Et donc cette réserve ne peut plus être utilisée, ils n'ont plus de mainmise sur leur réserve. Cette réserve bascule au profit de l'intérêt général. Le donneur perd la mainmise sur ses gamètes, sauf à les avoir épuisés par utilisation aux fins de procréation. Autre piste, la promotion de gamètes. On relèvera que dans les campagnes de communication aux fins de don, les gamètes sont présentés comme des éléments du corps humain comme les autres. Est-ce qu'on peut considérer éthiquement que c'est le cas ? Un tel don est, me semble-t-il, un peu plus complexe dès lors qu'il y a procréation à la clé. La preuve en est, l'article R 1244-2, troisièmement, précise que le donneur, homme ou femme, n'ayant pas encore procréé, est en outre informé de la nécessité de se soumettre préalablement au don à un ou plusieurs entretiens avec un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue. Ces entretiens ne sont pas une faculté, ce sont des obligations. C'est une obligation. Alors pour les pouvoirs publics, ce n'est donc pas nécessairement en réalité, en pratique, un don anodin comparable à un don du sang. Ces entretiens ont pour but d'identifier les motivations du donneur et l'existence éventuelle d'une pression exercée sur lui. Le don relationnel forcé pourrait être découvert, en effet, à cette occasion. Alors, dans ce contexte, que va-t-il arriver au principe de gratuité ? Va-t-il être aménagé ? Va-t-il être remis en cause ? Alors, si certains pays rémunèrent le don de gamètes
comme les États-Unis. D'autres pays, comme l'Espagne, optent pour un défraiement dû aux contraintes importantes, entre 900 et 1 000 euros pour un don d'ovocytes, sachant que ce don peut être répété plusieurs fois dans l'année. Alors la Grande-Bretagne a mis en place tout récemment, c'est l'ABM qui le dit dans son rapport de janvier 2018, un programme de partage d'ovocytes par lequel une femme peut bénéficier d'une AMP à une moindre coût si elle cède pour d'autres femmes une partie des ovocytes produits lors de la stimulation ovarienne. Il y a donc bien ici une sorte d'échange au sens juridique, gamètes contre prestation de service. Alors pour l'instant, l'atteinte au principe de gratuité en France n'est pas d'actualité. Mais pourquoi ne pas prévoir la gratuité de la conservation pour toutes les femmes, sous réserve d'une perte décisionnelle sur le sort de leurs gamètes, sur le schéma de l'article R 1244-7 du Code de la santé publique? Il y aurait dans ce cas une réciprocité réelle des engagements entre le citoyen et la société, un droit à créance qui pourrait alors légitimement se concevoir. Alors, quelles sont les autres pistes ? Alors, l'ABM, dans ce rapport de janvier 2018, fait plusieurs propositions, dont certaines ont pour finalité de favoriser le don d'ovocytes. Par exemple, l'extension au secteur privé lucratif du don, ce qui pourrait être facilitateur du développement du don d'ovocytes. Alors, ce qui n'est pas précisé, c'est qu'on pourrait parallèlement, si la conservation ontologue non médicale était autorisée, renvoyer ces demandes à ces structures pour ne pas encombrer les centres d'AMP qui pourraient alors se consacrer aux AMP en cours. Elles constitueraient alors des banques privées, mais alors quid d'une telle modification légale qui a été interdite pour le sang de cordon, comme on l'a vu précédemment? Alors certaines des autres propositions de l'ABM portent sur les difficultés pratiques au quotidien qui se posent aux équipes médicales des centres d'AMP et qui peuvent gêner le don. En l'occurrence, l'ABM suggère de supprimer le consentement de l'autre membre du couple à un don de gamètes. Il faut rappeler que c'est une condition légale. Ce consentement doit être recueilli par écrit. Et comme celui du donneur, ce consentement peut être évoqué à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes. Alors l'ABM considère que cette condition ne paraît plus d'actualité, sans explication. On s'interroge, cela signifie-t-il qu'en pratique, il n'est plus demandé ce consentement de conjoint et que certains praticiens sont peut-être déjà contrats légem? Elle suggère également d'alléger les procédures administratives de l'accueil d'embryons. On demandera aux professionnels tout à l'heure, en table ronde, qui, pour certains professionnels, serait un frein pour les couples de donneurs. Alors l'ABM suggère également de revenir sur le principe de la prohibition du double don de gamètes. En effet, la loi prévoit qu'un embryon ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple. Elle largue des incompréhensions à la fois pour les professionnels qui sont amenés à traiter des cas de double infertilité, masculine et féminine, et pour les couples potentiellement concernés. Alors, sauf à argumenter sur le plan d'une éventuelle consanguinité entre les enfants nés suite à un accueil d'embryons dans un secteur de centre d'AMP, qui pourrait être résolu finalement peut-être en faisant des échanges entre centres d'AMP, pourquoi pas. L'argumentation de l'ABM pour remettre en cause cette condition légale n'est pas, selon moi, convaincante. En effet, s'il y a une insuffisance de gamètes femelles et même à la marge de gamètes masculines, il n'y a pas de pénurie d'embryons offerts à l'accueil. Alors, indépendamment des couples qui veulent, on verra après, je sais, on en discutera. Indépendamment des couples qui veulent recourir à l'AMT et donc obtenir des gamètes ou un embryon, certains chercheurs veulent accéder également à ce matériel biologique reproductif, avec des finalités différentes. Ce qui nous amène d'avoir, dans un troisième temps, à nous interroger sur la fin de la prohibition de la création d'embryons pour la recherche face aux évolutions scientifiques. En effet, certains chercheurs affichent une volonté de résoudre le problème de la pénurie de gamètes, qu'on va qualifier de traditionnelle, par la création de gamètes artificielles. En effet, la création de gamètes artificielles est à nos portes. Est-elle la solution à la pénurie ? Des recherches sont menées actuellement dans le monde autour d'une nouvelle procédure qu'on appelle la gamétogenèse in vitro. Son objet est de créer des gamètes à partir de cellules de peau, cellules souches adultes différenciées, et de les reprogrammer en cellules souches pluripotentes induites, dites cellules iPS.
cellules qui partagent les propriétés des cellules souches embryonnaires et qui peuvent se différencier dans n'importe quel type de cellules du corps. Plusieurs équipes de chercheurs dans le monde travaillent sur ces techniques qui permettraient de résoudre les difficultés d'accès actuelles aux dons de gamètes. Certains ont pu indiquer qu'une personne pourrait même se trouver parent involontaire si ces cellules de peau étaient obtenues à son insu. La gamétogénèse pourrait même permettre à une personne, homme ou femme, d'être la seule parente d'un enfant avec ses gamètes naturelles et ses gamètes artificielles, voire ses seules gamètes artificielles. Elle pourrait a fortiori, comme le mettent en lumière des chercheurs américains dans une étude publiée en janvier 2017, permettre à des couples homosexuels d'avoir des enfants issus de leur patrimoine génétique. Pour l'instant, on nous dit qu'en 2016, une équipe japonaise a mis au monde des souriceaux qu'on nous dit normaux, qui ont été conçus avec des embryons artificiels à partir de deux techniques, l'une utilisant des cellules souches embryonnaires de souris et l'autre des cellules adultes de peau reprogrammées de souris. Alors, cette technique perturberait tous nos schémas traditionnels sur la procréation, fondés sur l'association de gamètes mâles et femelles, provenant de deux personnes de sexe différents. Si elle est entérinée par le droit, elle créerait de nouvelles problématiques, certes sociétales, mais aussi anthropologiques, telles le refus de la sexuation des êtres humains. Cela interpellerait la société au regard de l'intérêt de l'enfant et sur sa construction psychique. Quid ici alors de la notion de parent ? Il faudrait encore revisiter cette notion sous un angle différent de celui qu'on a vu ce matin. Des interrogations du même ordre ont été sécrétées par l'autoconservation de gamètes des personnes transsexuelles souhaitant procéder à un traitement de réassignation sexuelle. Et le Conseil d'orientation de l'ABM, en juin 2014, s'est d'ailleurs saisi de la question en s'interrogeant sur une revendication plus large qui serait celle d'un droit à une descendance de ses propres gènes dans la sphère privée. Question, la société doit-elle convertir un tel désir en droit ou liberté ? Si on va dans le même sens, la question pourrait se poser également avec la greffe d'utérus qui pourrait être faite sur un homme. En effet, si la technique est possible sur une femme, elle le sera sur un homme. Alors, l'hermaphrodisme artificiel grâce aux gamètes artificielles, de la science-fiction dans notre débat de ce jour ? Peut-être en partie pour le moment. Il faudrait que les législateurs interdisent par principe un tel hermaphrodisme par anticipation. En tous les cas, la création de gamètes artificielles à partir de cellules somatiques ne relève plus d'un futur lointain pour la France et serait une porte d'entrée pour la création d'embryons pour la recherche. Alors l'ABM, dans son rapport de janvier 2018, précise qu'au vu des articles récents, la création de gamètes à partir de cellules iPS pourrait être techniquement envisageable, en sachant qu'il existe une forte attente de la part des couples infertiles. L'ABM ajoute qu'en termes de recherche sur l'embryon, une question additionnelle pourrait se poser. Si des gamètes pouvaient être produits in vitro, il faudrait alors envisager un test fonctionnel permettant d'attester leur efficacité. Et le seul test permettant de s'assurer que ces gamètes sont bien fonctionnelles serait de les utiliser pour concevoir un embryon humain, donc, ce qui est pour le moment interdit par la loi dans le cadre d'un protocole de recherche. Cette solution, si elle était retenue parmi l'ensemble des alternatives pouvant être proposées à une personne ou à un couple souhaitant avoir un enfant, induirait inévitablement des modifications du droit. Or, si la loi française interdit depuis 1994 la création d'embryons aux fins de recherche, l'État français a confirmé expressément son engagement dans cette interdiction de principe, non sujette d'ailleurs à une quelconque dérogation, par ses engagements européens et plus particulièrement par la ratification de la Convention d'Oviedo, qui stipule dans son article 18, alinéa 2, que la constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite. On peut s'interroger, faudra-t-il modifier cette convention d'Oviedo ou s'en délier en revenant sur notre ratification ? Le comité d'éthique de l'INSERM suggère que la convention soit modifiée en proposant de remplacer cet alinéa par un autre, rédigé ainsi : la création d'embryons pour la recherche hors projet parental est autorisée. L'impact de cette modification irait donc au-delà de la création d'embryons artificiels aux fins de création d'un embryon pour la reproduction,
même si certaines recherches aux fins de création d'embryons transgéniques par la technique du CRISPR-Cas9 ont cet objectif à court ou moyen terme, à court ou long terme. Je rappelle que la création d'embryons transgéniques est interdite en France depuis la loi du 7 juillet 2011. Un changement de la loi permettrait également d'aller au-delà de la gestation en créant des embryons pour la science à seule visée chimérique, création qui est également prohibée depuis 2011. Elle aurait alors une finalité thérapeutique, créer des organes sur mesure pour une personne à partir de ses cellules autologues. Certains pays dans le monde travaillent sur ces sujets. Une étude a mis en lumière le développement in vivo de cellules souches humaines à cette fin en janvier 2017 dans l'utérus d'une truie, une autre en 2018 dans l'utérus d'une brebis. Alors pour l'ABM, dans ce rapport de janvier 2018, il est vraisemblable que cette technique devienne à l'avenir un test de référence et que de nombreuses équipes, y compris en France, soient amenées à la mettre en œuvre. Elle ajoute que la loi actuelle interdit la création d'embryons chimériques sans toutefois définir ce terme. Pour l'ABM, un débat est nécessaire, donc un débat en août 2018 est nécessaire afin de définir clairement toutes les constructions envisageables ainsi que ce qui est acceptable ou non en matière de recherche. Si cette prohibition est transformée en autorisation, c'est-à-dire la création d'embryons pour la recherche, on risque peut-être de faire entrer un cheval de Troie dans notre ordonnancement juridique avec des enjeux prévisibles, mais aussi totalement imprévisibles sur la descendance et donc sur l'évolution de l'homme avec un grand H. Il faudra être prudent. Par jeu de domino, il y aurait une remise en cause d'autres prohibitions ou création d'autres contorsionnements par le traditionnel diptyque juridique principe dérogation, faisant encore disparaître de la substance aux principes originaux du droit de la bioéthique. Mais finalement, n'est-ce pas une conséquence inévitable de ce qui est présenté comme un progrès scientifique ? On peut s'interroger, évolution technologique et progrès technologique sont-ils synonymes ? Je vous remercie. Oui, tu n'as pas simplifié le panorama. La question en filigrane, c'est est-ce que le droit est apte à gérer toutes ces innovations qui, à un jour J, sont inimaginables et 3 ans après sont pratiquement opérationnelles. Comme disait ce matin Jean-René Binet, on avait une cathédrale avec des principes forts. Bon, à partir du moment où les piliers de la cathédrale commencent à être contestés les uns après les autres, c'est certain que toute la cathédrale va s'effondrer. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on peut penser.